Poursuivons maintenant avec la loi de Hess, partie 1. Ici, j'ai réécrit la réaction dont on vient de calculer le delta H. Donc, on se rappelle qu'il s'agissait d'une réaction qui était exothermique, avec un delta H de moins 1698 kJ. Donc, puisqu'il s'agit d'une réaction exothermique, on place le delta H du côté des produits, donc de cette manière-là. Si on avait eu un delta H positif, donc une réaction endothermique, on aurait placé le delta H du côté des réactifs. Maintenant, loi de Hess. La loi de Hess signifie que si on veut déterminer le delta H d'une réaction qui s'apparente à la réaction dont on connaît le delta H, il est possible de le faire sans avoir à recalculer avec les énergies de liaison comme nous venons de le faire. Par exemple, première possibilité, si on inverse la réaction, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va convertir les réactifs en produits et les produits en réactifs. Donc, dans le fond, on inverse aussi le signe du delta H. Dans ce cas-ci, on aurait une réaction qui serait maintenant endothermique. On inverse. Je vais réécrire ici l'équation. Je ne vais pas mettre les états physiques simplement pour alléger. Donc, cette fois-ci, la réaction va nécessiter 1698 kJ pour former 2 carbones plus 3 chlore plus de l'hydrogène. Ça veut dire que notre diagramme, il changerait complètement, il serait inversé, c'est-à-dire que si le niveau des produits serait maintenant plus élevé que celui des réactifs, on aurait un delta H ici qui est plus grand que 0 et la valeur de ce delta H là serait de plus 1698 kJ. Donc vraiment, on inverse le signe ici. L'autre possibilité, c'est si les coefficients stoichiométriques, varient, on va pouvoir aussi multiplier ou diviser la valeur du delta H en fonction des nouveaux coefficients. Exemple, si on a tout simplement divisé la réaction par 2, qu'adviendra-t-il de mon delta H? Bien, on va aussi le diviser par 2, donc on va prendre 1698 kJ divisé par 2, ce qui va nous donner 849 kJ comme delta H, et c'est cette valeur qu'on va venir placer ici dans l'équation. Si on avait multiplié tous les coefficients stoichiométriques par 2 à la place, par exemple ici, on multiplie tout par 2, 4, 4, 4 et 2, on va devoir multiplier aussi le 1698 par 2, ce qui va nous donner 2796 kJ. La deuxième partie de la loi de Hess stipule qu'on peut déterminer le delta H d'une réaction globale à partir du delta H de ses réactions élémentaires. Dans l'exemple qui est présenté ici, on considère la formation du CO2 à partir de ces éléments qu'on va appeler la réaction globale, donc carbone solide plus oxygène gazeux donne le CO2 gazeux et on cherche le delta H de cette réaction-là. On a accès à 2 réactions élémentaires qui permettent, en les additionnant, on va voir, de déterminer le delta H de la réaction globale. Donc, si on regarde attentivement ici les réactifs et produits pour chacune des réactions, on se rend compte qu'on peut simplifier. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une substance du côté des réactifs et du côté des produits, on va pouvoir simplifier ces substances-là, puisque une fois qu'elles sont formées, elles sont consommées, donc réutilisées dans la réaction suivante, ce qui va nous permettre d'additionner les 2 équations ou réactions chimiques ici, et on va obtenir carbone solide plus oxygène, qui donne bien le CO2. Donc, on se retrouve avec la même équation, même réaction chimique que la réaction globale dont on cherche le delta H. Suffit maintenant d'additionner ici
les 2 ΔH de chacune de ces réactions élémentaires pour obtenir le ΔH global de la réaction qui va être égal à moins 393,5 kJ. Voyons maintenant un exercice d'application où on va combiner les deux parties de la loi de Hess, c'est-à-dire qu'à partir de réactions élémentaires dont on connaît le ΔH, on devra déterminer le ΔH d'une réaction globale, mais cette fois-ci, il faudra manipuler les réactions chimiques, donc soit les inverser, les multiplier ou les diviser pour pouvoir obtenir la réaction globale demandée. Lorsqu'on a à résoudre ce genre de calcul ou de problème, il faut bien étudier les réactions dont on nous propose ou qu'on nous donne les ΔH, les réactions élémentaires, et regarder la réaction globale. Dans ce cas-ci, on se rend compte que dans la première réaction élémentaire, le réactif se trouve à être un produit dans la réaction globale. Donc, on sait que cette réaction-là, on va devoir l'inverser. Le nombre du coefficient stéchiométrique étant le même, on n'aura probablement pas à la multiplier. Donc, on va avoir simplement à l'inverser. Donc, quand on inverse une réaction, on va dire qu'on la multiplie par moins 1. Ça veut dire qu'on l'inverse. Et on peut réécrire la nouvelle réaction en dessous. Donc, 2 soufre plus 3 oxygène va former 2 SO3. Et le signe va être inversé. On se retrouve avec moins 791,4 comme ΔH, c'est-à-dire que la première équation qui était au-dessus a été remplacée par la seconde. Maintenant, si on regarde la réaction élémentaire numéro 2 et qu'on observe attentivement, on se rend compte qu'elle est du bon sens, mais qu'on va devoir la multiplier par 2 pour que certaines substances, comme le soufre, qui est un intermédiaire ici, se simplifient et pour qu'on obtienne aussi le bon nombre d'oxygène. Donc, on va devoir la multiplier par 2. Donc, on va se retrouver avec 2 SO2 qui donne 2 soufre plus 2 oxygènes. Et on va multiplier le ΔH par 2, ce qui va nous donner 592,0 kJ. La première réaction dessus n'est plus valide. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit additionner ces réactions-là, ainsi que le ΔH, pour aboutir à la réaction globale. Donc, on regarde ici quelles sont les substances qui se simplifient. Donc, on va avoir le soufre qui va se simplifier. Et on va avoir aussi un certain nombre d'oxygènes. Donc, j'ai 2 oxygènes ici du côté des produits et j'en ai 3 du côté des réactifs. Donc, les 2 du côté des produits, on peut les barrer. Et ici, il va nous en rester une seule molécule d'oxygène. Donc, si on fait bien le total, on aboutit bien à la réaction globale désirée. Il nous reste maintenant à additionner le ΔH. Et on arrive ici à moins 199,4 kJ comme étant le ΔH de la réaction globale. Dans ce cas-ci, on peut dire que le soufre est ce qu'on appelle un intermédiaire.